Mes chers collègues, nous sommes donc très heureux ce matin d'accueillir devant notre commission M. Christophe Lutundula Apala-Penala, président de la Commission des Relations extérieures du Sénat de la République démocratique du Congo. Je voudrais saluer aussi M. Émile Ngoy Kasongo, ambassadeur de la République du Congo, qui va nous rejoindre, je crois, dans quelques minutes. M. José Mpanda, président de la Commission Sécurité, Défense, Frontières, ainsi que l'ensemble de leurs collègues et nos collègues sénateurs qui les accompagnent. Monsieur le Président, cette audition a lieu dans le cadre de la visite du président du Sénat de la RDC, M. Jean-Michel Sama Lukonde Kenyé, qui a débuté hier. Nous sommes à un moment crucial, je crois, de la crise qui se déroule dans l'est de votre pays, qui vous préoccupe et qui nous préoccupe aussi vivement. Je rappelle que le mouvement M23, soutenu par le Rwanda, s'est emparé de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, le 28 janvier dernier, puis 2 semaines plus tard de Bukavu au sud de Kivu. Il y a eu de très nombreux morts et blessés dans les affrontements. Aujourd'hui, Goma est coupée du monde et plus globalement, la crise humanitaire en cours dans la région a provoqué la fuite de 7 millions de personnes, dont 1 million depuis le début de 2025. Des pans entiers de territoires sont, selon le dernier rapport des experts des Nations Unies, sous le contrôle du M23. Et par ailleurs, la communauté de développement de l'Afrique australe, impuissante devant ces événements, a annoncé la fin de sa mission en RDC. 2 processus de négociation parallèles étaient en cours jusqu'à récemment. Le processus de Nairobi, sous l'égide de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, et le processus de Luanda, dirigé par la présidence angolaise. Le 8 février dernier a cependant eu lieu à Dar es Salaam, en Tanzanie, une rencontre entre les chefs d'État de la SADC et de l'EOAC, à l'issue de laquelle a été annoncée la fusion de ces 2 processus. Il semble que cette fusion reste à formaliser. Parallèlement, une rencontre inattendue entre les présidents Tshisekedi et Kagame a eu lieu la semaine dernière à Doha, au Qatar. Monsieur le Président, pourriez-vous nous faire un point sur cette rencontre, sur les décisions qui ont été prises à cette occasion et, le cas échéant, quelles sont les prochaines étapes prévues? Bien évidemment, nous souhaiterions aussi échanger sur les relations bilatérales entre votre pays et la France. Celles-ci, je crois, sont déjà riches. La France est mobilisée depuis de nombreuses années pour garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et permettre ou contribuer au règlement de la crise dans la région des Grands Lacs. La relation France-République démocratique du Congo se nourrit par ailleurs d'un lien privilégié fondé sur la francophonie. Enfin, la visite du président de la République à Kinshasa en mars 2023 a donné lieu à des annonces importantes dans le domaine de la santé, en matière économique, culturelle ou encore dans le champ humanitaire. L'Agence française de développement a également des engagements importants dans votre pays. Monsieur le Président, je vous laisse la parole pour un propos liminaire, puis la parole ensuite sera à nos collègues, si vous le voulez bien, pour un échange de questions et réponses. Je rappelle que cette audition est captée et diffusée sur le site et les réseaux sociaux du Sénat. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au-delà des pratiques diplomatiques et des règles de bienséance, laissez-moi, au nom de mes collègues, vous exprimer très sincèrement notre satisfaction de nous trouver dans cette salle qui porte les noms prestigieux de M. Monori, un homme d'État français, ancien ministre et ancien président du Sénat. Ce n'est pas toujours qu'on est ici. Et voilà, nous sommes là, comme l'a dit le président du Sénat, le nôtre. L'accueil est très chaleureux et les échanges sont très sincères, constructifs. Nous allons nous situer dans cette perspective-là. Vous avez bien fait de contextualiser le dossier par rapport à notre pays et
à la région et même la communauté internationale, ce qui a été pris comme initiative. Je ne voudrais pas vous prendre le temps en revenant sur les faits, mais permettez tout de même que je relève, à partir de ce que vous avez dit, quelques évidences qui nous permettent justement d'avancer dans nos échanges. Et la première évidence aujourd'hui, j'appelle évidence parce que les évidences ne se discutent pas, elles se constatent. Vous avez le fait que depuis 2022, l'armée rwandaise est présente sur le territoire de la RDC, armée et munitions, participant aux opérations militaires en soutien, en hommes de troupes et en équipement, en munitions, tout ce que vous voulez, à un mouvement rebelle. Cela s'appelle en droit international une agression caractérisée. Prenez la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine, toutes les conventions que nous connaissons de relations entre États, que ce soit au niveau des Nations Unies ou au niveau de l'Union africaine, c'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair, donc c'est de l'agression caractérisée. Une autre évidence, c'est que cette agression a provoqué, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, à juste titre, des déplacés de guerre. Aujourd'hui, en fait, nous battons le record. Et cette agression est venue donner encore de l'intensité et même de la vitesse au pillage de ressources de la RDC, les ressources minières particulièrement dans la partie concernée, les provinces du Nord et du Sud Kivu. Une quatrième évidence, c'est peut-être, on n'en parle pas tellement, c'est la destruction de l'écosystème, de l'environnement. C'est très important. Vous savez que la région du Nord Kivu, c'est une région riche en biodiversité, notamment à ce qui concerne le parc qui est là, à ce qui concerne d'autres minéraux et tout ça. Donc c'est une région qui protège beaucoup l'humanité et qui nourrit notre économie. La dernière évidence, et là, je n'ai même pas envie d'insister parce qu'il y a eu le Conseil aux droits de l'homme des Nations Unies qui s'est réuni il y a quelques mois à Genève, c'est la violation massive des droits de l'homme. Viol, recrutement d'enfants soldats, mauvais traitement, torture et même jusqu'à maintenant, ça continue. C'est ça, les évidences. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rapports sur ça, à tous les niveaux. Ne perdons pas du temps beaucoup sur ça, allons vers les perspectives d'avenir. Et là, on peut dire aussi, et c'est aussi d'autres évidences, si on vous le permettez, qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises par la communauté internationale, qu'elle s'appelle Nations Unies, qu'elle s'appelle l'Union européenne, qu'elle s'appelle l'Union africaine. En tout cas, de ce côté-là, ça n'a pas séché. On peut dire, grosso modo, que ces initiatives se cristallisent dans, à l'heure actuelle, la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui était votée jusqu'au mois de février. Ça se cristallise aussi dans ce qu'on appelle processus de paix du Luanda et de Nairobi. On va en parler. Ça se cristallise aussi, c'est d'actualité fraîche, dans les différentes sanctions qui ont été prises au niveau des États, au niveau de l'Union européenne. Les Nations Unies, jusque-là, quoi qu'il a été saisi depuis longtemps par la RDC, n'a pas encore véritablement pris des sanctions, mais elle a donné des orientations contraignantes, à tous les moins, dans la résolution 2773. Alors, le défi, nous semble-t-il, c'est la mise en œuvre effective de ces résolutions et de ces sanctions pour qu'elles produisent les résultats escomptés. De ce point de vue, manifestement, le rendez-vous n'est pas tenu parce que, vous le savez, le Rwanda continue ses attaques, continue j'allais dire, ses expéditions de conquête des espaces économiques
en République démocratique du Congo. On nous a dit il y a une semaine les affidés du Rwanda qui décrétaient un cessez-le-feu, mais les dernières informations incontestables, rendues même par la radio internationale, qui est la vôtre, font état de ce que finalement, au-delà des déclarations, des proclamations d'intention du Rwanda, donc la force de défense du Rwanda continue à rassembler, à accumuler des matériels militaires, notamment à Walikale. Donc là, c'est ça le problème. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Et pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que la France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Vous comprenez le poids de la France dans le processus décisionnel au niveau du règlement des conflits internationaux, pour ne pas dire de la gestion des affaires internationales. Nous sommes là aussi parce que la France, depuis que nous avons l'indépendance, est un partenaire important. Qu'est-ce qu'on dit là? Un partenaire traditionnel. Nous sommes là également parce que la France a pris sur elle, je ne dis pas le poids, la responsabilité d'être la plume de la RDC depuis 30 ans, parce qu'en fait la situation actuelle c'est la 4e agression du Rwanda contre la RDC. C'est la France qui propose un ensemble de décisions pour utiliser les termes des résolutions sur la RDC au niveau du Conseil de sécurité. Ce n'est pas un petit travail. C'est un travail qui nécessite la réflexion, la connaissance du dossier et surtout sur le plan diplomatique et la capacité de dégager ou de faire dégager des consensus, parce que permettez que je dise que l'écriture d'une résolution, c'est pas une lettre d'amitié, c'est pas en tout cas une promenade de santé intellectuelle. C'est un travail difficile. J'en ai l'expérience pour avoir été aux affaires étrangères. Parfois, on négocie les résolutions pendant 3-4 semaines, jusqu'aux petites heures, et la France a toujours été là. Et la France aussi, dans le passé, nous sommes des parlementaires, nous savons que souvent, le Quai d'Orsay prend soin de se concerter avec la RDC, même au niveau parlementaire, sur les résolutions. Et nous sommes là enfin parce qu'il y a une langue que nous partageons. Que dit, ce n'est pas langue seulement, parce que la langue véhicule. C'est une vision du monde, c'est une pratique de la vie, c'est une conception de relations, bref, c'est une culture, évidemment, dans la perspective de la multiculturalité qui caractérise la francophonie. Et nous avons des valeurs, la démocratie, que vous avez résumée chez vous, liberté. Nous avons en commun l'état de droit, qui, à l'interne, vous traduisez certainement par l'égalité des citoyens. Et à l'échelle internationale, la solidarité, que vous traduisez chez vous par la fraternité. Donc ce sont des valeurs que nous partageons, et quelque part nous allons en parler, il y a quand même des problèmes. Nous sommes en train de nous poser des problèmes sur ces partages-là. Le vécu de nos valeurs au niveau de l'OIF nous pose à nous Congolais des problèmes. Et sur ce point-là, qu'est-ce que nous attendons de nos collègues sénateurs français? Nous savons que dans votre constitution comme dans la nôtre, c'est le gouvernement qui définit, qui conduit la politique de la nation. Bien sûr, sous l'œil vigilant du Parlement, chaque chambre selon les compétences constitutionnelles. De toutes les façons, les moyens de contrôle et d'information sont à notre possession. Et nous sommes, on dit, l'autorité budgétaire. Et donc, comme parlementaires, et en l'espèce sénateurs, nous avons quand même des instruments qui nous permettent d'interférer, pas négativement, de faire pencher l'action gouvernementale vers certaines priorités, notamment ici les priorités d'amitié et de coopération. Nous attendons de nos collègues sénateurs d'user de ces instruments qui sont à notre portée, qui sont classiques, mais qui ne restent pas moins efficaces,
pour faire quoi? Obtenir effectivement l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je n'ai pas de la peine à revenir sur ça parce que la plume est là, je suis devant la plume. Nous attendons de vous également que, au niveau des institutions européennes, là la France joue un rôle, je le dis, je n'invente rien. Ce sont plutôt des responsabilités que ce qui a été adopté d'abord par le Parlement européen, ensuite par le Conseil des ministres, qu'au niveau de la Commission, ça devienne effectif, que les décisions qui ont été prises soient effectivement appliquées. Et nous sommes des parlementaires, nous savons aussi, même à l'interne, entre le Parlement et l'exécutif, c'est toujours pas toujours le même discours et surtout pas toujours la danse au même rythme. On peut être d'accord sur la vision, mais quand ça arrive au niveau de l'application, il faut toujours que le Parlement vigile. Donc là aussi, il y a un élément important. Qu'est-ce que nous attendons de vous? Il y a des perspectives, des résolutions qui ont été prises au niveau d'autres institutions internationales, mais qui ont de l'importance. Prenons la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a pris, il n'y a pas longtemps, une résolution portant création de la mission d'établissement de faits qui devra se déployer, si ça n'a pas encore commencé, incessamment en RDC. C'est dans leur procédure. C'est un peu comme chez nous au Parlement, mission d'information. Après l'établissement des faits, arrive l'étape de la commission d'enquête. Et donc, dans la programmation du Conseil, cette mission devra être opérationnelle. Le dernier rapport sera rendu au mois de septembre et à partir de ce rapport, on devra créer la commission d'enquête. Donc là, auprès du gouvernement français, je crois que nous espérons que nos collègues vont veiller à ce que cette mise en place de la commission et la suite soit établie. Alors, il y a une autre perspective qui est tracée par la Cour pénale internationale. On va organiser dans quelques semaines, au mois d'avril, une conférence internationale sur la question des droits de l'homme en RDC. Et à l'issue de la conférence, il est prévu la création d'une Cour pénale spéciale pour les crimes commis en RDC pendant cette période. Là aussi, c'est un travail important parce que l'impunité, d'une part, une priorité au niveau de la communauté internationale, au niveau des Nations Unies en particulier, mais assurer l'impunité, c'est un pas qu'on n'arrive pas encore à franchir, et on ne peut franchir ce pas que dans la justice. C'est pour cela que j'ai rappelé notre valeur commune, l'état de droit. Donc là, il y a une initiative. Il y a également un élément important, et nous sommes satisfaits de voir qu'au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, les parlementaires français interpellent sans cesse les ministres des Affaires étrangères pour faire le point de cette affaire de cessez-le-feu. L'unanimité est là, tout le monde a demandé le cessez-le-feu. J'en ai dit un mot en passant, on a l'impression qu'on demande pour que ça ne soit pas fait. Donc, il faut absolument, au niveau parlementaire, nous puissions veiller, parce que nous sommes les élus des peuples et des collectivités et des provinces, collectivités locales et des provinces, donc nous sommes des mandataires politiques et démocratiquement élus, nous souhaitons qu'on puisse veiller à cela. Qu'est-ce que nous souhaitons obtenir aussi de la France et de nos collègues parlementaires français? Il y a le problème de l'OIF. J'en ai parlé. D'un mot, la démission, l'inaction de l'OIF dans un conflit qui oppose deux États membres, un conflit qui provoque une tragédie pour un peuple. On nous dit que nous sommes le plus grand pays francophone du monde à travers le nombre de locuteurs, et un conflit qui viole de manière flagrante le droit international. Aucune initiative
Des déclarations, il y en a eu. On va parler de l'APF. Il y en a eu. Mais une initiative de terrain, rien du tout. Au Canada, la dernière Assemblée générale de l'APF, nous avons pris des résolutions. On a prévu une mission de bons offices. La mission ne s'est jamais déployée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, cette inaction nous scandalise. Permettez l'expression, chers collègues, nous sommes des parlementaires, nous avons notre façon de parler. C'est à la limite de la complicité, à la limite de la trahison par rapport à nos valeurs. Et nous ne concevons pas que nous puissions rester indifférents par rapport à ça. Et ça nous fait poser des problèmes. Nous sommes dans la réflexion de nos Congolais. Est-ce qu'il faut continuer ce n'est pas pour répondre à un certain signe de temps. Est-ce qu'il faut... quel est notre intérêt aujourd'hui dans la francophonie? Et enfin, chers collègues, nous allons en parler dans l'échange, la question des FDLR, la question des réfugiés. On va échanger. Je pense qu'il y a des perspectives. Nous avons la loi de programmation militaire, on va en parler. Voilà, en quelques lignes, pourquoi nous sommes là, nos attentes, et nous allons avancer la coopération entre nous. Je crois que nos chefs se sont mis d'accord pour que les deux secrétaires généraux de nos assemblées se réunissent pour proposer un nouvel accord de coopération. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est nous qui vous remercions pour la clarté de cet exposé, et je crois que ça permet à chacun d'entre nous aussi de bien recontextualiser la situation de votre pays, et ça va nous permettre maintenant d'ouvrir la série des questions. Et le premier intervenant, ce sera François Bonneau. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission. D'abord, exprimer notre solidarité à l'égard des populations du Kivu qui vivent une situation absolument tragique, et ce depuis des années. Votre pays a fait le choix, et c'était son droit le plus absolu, de ne pas investir dans une armée telle qu'on peut le considérer dans nos pays, et de s'appuyer à la fois sur des milices et aussi sur des forces étrangères, bien sûr mandatées dans un cadre que vous avez pu évaluer, et notamment les FDLR qui sont issus des génocidaires rwandais. Et ma question est de savoir que, par rapport aux résultats qui sont malheureusement très contrastés, et on le voit bien, et vous l'avez évoqué aussi sur la situation actuelle, envisagez-vous, par rapport à tout cela, et en dehors même de tous les processus de paix engagés, de modifier votre stratégie sur le terrain? Président, comme vous souhaitez, en fait, on a 4 collègues qui souhaitent vous poser des questions. Peut-être ce serait-il bien de prendre les 4 questions, comme ça vous avez le temps ensuite pour répondre. Alors ensuite, ce sera Philippe Folliot, s'il le veut bien. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai en mémoire un échange que nous avions eu dans le cadre du groupe d'amitié avec l'ambassadeur de votre pays, et qui nous disait, en fait, la RDC est à quelque part victime de ses ressources naturelles, et qu'il y a un certain nombre de voisins, un certain nombre de groupes qui pillent, je veux dire, les ressources qui sont les vôtres. Avec un élément qui est un élément important, c'est la tyrannie des distances. La tyrannie des distances. C'est-à-dire que de Goma jusqu'à Kinshasa, je crois que par la route, c'est 2500 km, ou quelque chose comme ça. De Goma jusqu'à Kigali, c'est 170 ou 180 km. Et que par rapport à cela, la difficulté qui a été peut-être celle de votre pays a été de pouvoir avoir un contrôle de ces ressources, notamment minières, avec un juste retour pour les autorités centrales et le gouvernement du pays.
y compris dans le Kivu, nord ou sud, il y a des exploitations qui sont engagées par des groupes étrangers, des groupes canadiens et des groupes chinois. Il semblerait que certains d'entre eux, malgré la situation sécuritaire très compliquée qu'il y a aujourd'hui, continuent leurs travaux d'extraction sans aucune, a priori, difficulté, tout au moins par rapport à la perception de ce qui nous en est dit. Pouvez-vous nous dire quelle est la réalité de la situation par rapport à cela ? Et parce que ces enjeux d'exploitation des ressources sont aussi sous-jacents, et du contrôle d'exploitation de ces ressources sont aussi sous-jacents par rapport à la situation sécuritaire qu'il peut y avoir donc, sur le secteur. Et donc, et selon vous, comment faire pour faire de telle sorte que les ressources liées à ces exploitations donc, puissent mieux profiter à votre pays et puis mieux assurer les éléments relatifs au développement de celui-ci? Alors, la question suivante, c'est Hélène Conway-Mouret. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous pour votre présence. Je pense qu'il est très, très important pour nous d'entendre les faits. Et je crois que vous nous rassurez aussi quant à votre volonté de défendre l'état de droit et le droit international qui, aujourd'hui, n'est pas forcément respecté par ce que l'on pourrait attendre. Bien sûr, c'est l'occasion pour nous aussi d'exprimer toute notre solidarité avec vos populations qui souffrent aujourd'hui. Mais comme nous sommes ici à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, je voudrais vous entendre sur la question de défense de votre territoire. Comment aujourd'hui nous pouvons, alors en tant que parlementaires, mais également à différents niveaux, vous soutenir dans vos efforts pour... Il faut espérer qu'il y ait un cessez-le-feu et la paix, mais la paix doit se défendre. Il faut que vous soyez en capacité ensuite de défendre et de continuer à défendre vos populations et vos territoires. Et donc, comment est-ce que nous pouvons, au niveau français et peut-être européen, eh bien, vous apporter un soutien dans vos réflexions, dans les besoins que vous pouvez exprimer. Et le dernier point, le Rwanda joue une carte très forte, justement avec la capacité de déployer son armée bien au-delà de ses frontières, sur l'ensemble du continent africain, en rendant des services à un grand nombre de pays. Et pour cela, eh bien sûr, ce pays a besoin de financer, d'équiper, de payer ses soldats, ce qu'ils font très bien. C'est une armée qui est plutôt performante, mais qui fait qu'un grand nombre de pays, peut-être, préfèrent regarder ailleurs par rapport à ce qui se passe sur votre territoire pour pouvoir bénéficier des services rendus par l'armée rwandaise dans un nombre, disons, de pays. Merci. Et dernière question, ce sera Jean-Luc Rouel. Merci, Président. Ça rejoint un peu les interventions de mes collègues. Bon, finalement, aujourd'hui, on a une situation qui est extrêmement tendue. Ce qu'on ne sait pas, qui ne peut trouver de solution qu'au travers de voies militaires, de voies diplomatiques. Donc, ce qui serait intéressant pour nous, c'est de savoir exactement, comme ça a été évoqué par mes collègues, quelle est réellement aujourd'hui la capacité de la défense de RDC de pouvoir régler tout ou partie de la solution, sachant que le reste donc ne peut se faire que par voie diplomatique. Alors sur l'aspect voie diplomatique, on a bien entendu noté la rencontre de Doha, qui a été... Bon, est-ce qu'on peut avoir une idée du contenu de ce qui s'est dit à Doha? Et puis, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que le Qatar investit considérablement au Rwanda, mais investit également en RDC. Donc en fait, c'est un bailleur commun, et donc ça, quand on a des intérêts communs, c'est plus facile d'aider à régler les problèmes. Bon, et puis on a vu la puissance de négociation des Qataris ces dernières années et ces derniers mois. Après, juste un petit point concernant, comme on l'avait vu hier,
vous avez deux guerres en fait. Vous avez la guerre aujourd'hui avec le risque d'éclatement que l'on connaît, mais vous avez aussi la guerre du développement. Parce que aujourd'hui, avec 120 millions d'habitants, avec 7 millions de réfugiés, demain en 2050 avec 200 millions d'habitants, vous avez un défi vraiment majeur de développement. Et si ce défi n'est pas réglé au travers d'une politique vraiment très volontaire d'inclusion, on retrouvera un pays qui sera en grande difficulté dans 25 ans. Et là, ça interpelle aussi la communauté internationale parce que tout le monde doit être mobilisé sur cet aspect qui pourrait, dont la solution pourrait être un plan Marshall, c'est-à-dire qu'on reconstruit, on apaise le Congo, et puis on passe à la deuxième phase qui est assurer la pérennité du pays, assurer la pérennité du pays au travers d'un développement. Et puis un dernier petit point sur les entreprises françaises, donc elles sont malheureusement complètement, presque totalement absentes. Là, on en a un peu parlé hier. Il faudrait vraiment renouer des contacts pour rendre un peu de séduction pour le pays. Et je rappelle, dernier point, c'est la convention fiscale que l'on attend, qui est en cours de négociation depuis plusieurs années, qui serait vraiment souhaitable de finaliser. Merci. Merci. Alors, Monsieur le Président, je redonne la parole pour une demi-minute à Hélène Conway-Mouret et ensuite notre collègue Michel Gréaume. Merci, Monsieur le Président. J'avais oublié un point qui est important, c'est le retour des réfugiés. Parce que, pour aller dans le sens de ce que vient de dire notre collègue Jean-Luc Ruel, en effet, il y a le long terme et le court terme, c'est quand même gérer 6 millions de déplacés aujourd'hui. Merci, Président. Voilà, Michel Gréaume. Voilà, moi, c'est sur la coopération dans le champ humanitaire. Je voulais vous demander, après les rencontres entre Macron et Tshisekedi, la France a augmenté son financement dans le champ humanitaire de 39 millions d'euros. Quelles mesures la France a-t-elle prises en matière d'aide humanitaire avec cet argent pour venir en aide aux populations déplacées? Et la coopération franco-égyptienne avait fonctionné pour Gaza. Existe-t-il une coopération humanitaire analogue pour l'Est du Congo avec la France et d'autres pays tiers? Merci. Merci, Michel. Voilà. Bon, allez, vas-y, oui. Ce sera la dernière. Non, je pensais, Monsieur le Président, veuillez m'excuser, je pensais que la question serait posée. Merci, Monsieur le Président, de votre exposé liminaire. Le président Tshisekedi a réaffirmé la semaine dernière son intention de négocier un accord minier avec les États-Unis, en évoquant un partenariat gagnant-gagnant. Pouvez-vous nous dire où en sont les discussions dans la concrétisation de cet accord? Et quel regard portez-vous sur ce partenariat? Quelles pourraient être les répercussions éventuelles sur le conflit? Merci. Voilà, Monsieur le Président, comme vous pouvez le constater, la parole est très libre autour de cette table avec des questions très claires et très diverses. Je vous donne la parole et si vous le souhaitez, vous pouvez d'ailleurs la partager avec celui ou celle de vos collègues que vous le souhaitez. Vous avez la parole et nous avons une vingtaine de minutes pour terminer. C'est pratiquement une quinzaine de questions. Bon, allez, on y va. Assez... On a noté votre esprit de synthèse dans votre première intervention, donc on vous fait confiance. Non, le Congo n'a pas choisi de ne pas investir dans l'armée. Il n'y a pas au monde un État responsable ou des dirigeants responsables qui peuvent faire ce choix-là. La défense est une des conditions sine qua non de l'existence de l'État. C'est pour ça qu'il y a un commandant suprême et tout ce que vous connaissez. Nous n'avons pas choisi non plus de travailler avec de groupes armés. C'est très important, chers collègues, qu'on ait des précisions là-dessus. Brièvement, l'armée congolaise dont a hérité le président Tshisekedi, c'est une armée composée bien sûr d'hommes et de femmes déterminés, courageux, mais une armée qui a été, je n'hésite pas, totalement démotivée, neutralisée et infiltrée. Vous connaissez cette affaire des accords, mixage,
brassage et tout, et tout. L'AFDEL arrive, tout le système de défense a été détruit. Je ne dis pas bon ou mauvais, mais c'est un constat que je fais. Il fallait refaire. Et quand Laurent Désiré Kabila s'est mis au travail, ça n'a pas fait longtemps, il est parti, il a été tué. Et après, vous connaissez, parce que nous sommes à la 4e agression du Rwanda. Le président Tshisekedi arrive, il essaie de reprendre les choses en main. Mais il ne faut pas oublier, chers collègues, il y a eu cette affaire d'embargo qui par la suite était devenue l'obligation de déclarer les armes et les munitions qu'on achète. Je ne sais pas si un État peut créer une armée dans ces conditions-là, sous embargo. Et plus important, ce n'était pas que les achats des équipements et d'armes, la formation. La résolution du Conseil de sécurité pendant au moins 10 ans interdisait à la RDC d'être assistée pour former les militaires. Et c'est maintenant, au moment où le président Tshisekedi change le leadership militaire, paf, le Rwanda s'aperçoit que bon, là ça va changer, nous sommes en guerre. On ne produit pas sur des claquements de doigts un militaire. Le militaire, c'est une culture. Le militaire, c'est un état d'esprit. Les militaires, c'est un état physique aussi. Et notre armée a à faire face, je n'ai pas créé des incidents diplomatiques, à une multitude d'armées classiques, une multitude de bandes armées. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication objective. Bon, chez vous ici, je m'excuse, je ne vais pas vous heurter, mais c'est la vérité, nous sommes des parlementaires. Il y a eu les résistants. Hein, vous connaissez les résistants en France. Les résistants n'étaient pas des bandes, je ne sais pas, armées, non. Ce sont des citoyens français qui, à un moment crucial de l'histoire de la nation, ont décidé de résister à l'ennemi. Quand vous entrez dans un village au Nord Kivu, vous tuez, vous pillez, vous violez, est-ce qu'on peut interdire aux Congolais de s'organiser, de se défendre? Là, il faut qu'on se comprenne bien. Donc, les Wazalendo qui travaillent avec nos forces ne sont pas différents des résistants que vous avez connus. Je ne connais pas de procès contre les résistants ici. Peut-être que je connais très mal, de manière incomplète, l'histoire française. Ce n'est pas souhaitable. Mais la défense est un instinct naturel de tout homme qui vit. Et voilà la réalité. Les efforts sont faits, mais quand les efforts sont faits pour l'armée, en même temps on vous agresse de cette manière-là, ça n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, l'FDLR, ça fait longtemps. 94, je crois, le génocide. Comptons, ça vous fait 94, 6 plus 25, ça vous fait combien? 31 ans. Et plus d'une fois, le Rwanda est venu au Congo, avec l'AFDL, avec le RCD, avec l'autorisation du gouvernement congolais à l'époque du président Joseph Kabila, pour maîtriser l'FDLR. Et avec le président Tshisekedi, nous avons commencé une action commune et nous avons rapatrié, avec l'aide du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, plus de 5000, dont les FDLR et leur dépendance. C'est parce que le président Kagame n'a pas voulu qu'on poursuive la coopération qu'on est arrivé. Et combien sont-ils restés? C'est résiduel. Qu'à cela ne tienne. Maintenant, là, au moment où nous parlons, chers collègues, le président Lourenço, il a obtenu un résultat très important, lequel on a adopté un plan de démantèlement des résidus d'AFDLR. Ça, c'est vrai. On s'est mis d'accord sur un programme de retrait de troupes rwandaises et appelle l'assouplissement de mesures de défense. Tant pis. Mais maintenant qu'il arrive le moment de signer cet accord pour qu'on commence l'opération de démantèlement de ces résidus-là, le Rwanda dit « moi je ne signe pas, comprenne qui pourra ». Et au moment où nous parlons, est-ce que le Rwanda parle encore de FDLR comme avant? Non, parce que le problème est économique. Donc, nous avons toujours dit que nous sommes ouverts à toute initiative tendant à
a décidé la cartographie des FDLR, tendant à les éradiquer, étant entendu qu'il y a l'accord de Nairobi, en avril 2022, qui donnait à chaque État ayant de groupes armés en RDC la responsabilité de prendre langue avec ce groupe pour faire une offre de paix. Le temps nous est compté, je crois qu'on s'est compris sur le dossier de FDLR. Appliquons l'accord qui a été accepté sous la médiation du président Lorenzo. L'affaire sera terminée. Mais le Rwanda sait que non, si c'est appliqué, il n'y a plus la mayonnaise à offrir. Voilà. Alors, donc nous sommes là, le collègue va vous parler de la programmation militaire, on investit je vais donner ce qui est de moi. Les ressources naturelles. Les ressources naturelles, il y a un collègue qui a posé des questions, il y a une exploitation illégale anarchique. Ça fait longtemps qu'on a travaillé sur ça. On peut en parler. Mais une question simple. Est-ce que vous ne trouvez pas, c'est la question de l'absence de l'État, notamment du fait de la guerre, qui favorise quelque part cette exploitation devenue très anarchique. Et dans le passé, et nous sommes des parlementaires, il y a eu des perspectives qui ont été ouvertes. Nous avons fait des propositions, nous, la RDC, à la communauté internationale, notamment la bonne application des guidelines de l'Union européenne. Il y a une institution, j'oublie son nom, va venir, qui a élaboré des directives pour suivre, pour faire la traçabilité de l'exploitation de ressources naturelles. Nous n'avons pas cessé de demander à nos partenaires la coopération au niveau douanier, la coopération au niveau du système bancaire, pour justement essayer d'endiguer ce mal. Et nous-mêmes, nous prenons des décisions. Donc le mal est là, mais il faut rétablir l'État. Et c'est pour cela que vous comprenez qu'on ne laisse pas le Kivu tranquille, notamment pas le Rwanda, parce que le Rwanda vit de cela. Et permettez, chers collègues, c'est l'occasion de parler du MOU que l'Union européenne a signé, parce que nous apprenons depuis quelques jours qu'au niveau de l'Union européenne, il y a des États qui estiment non, cet MOU, il faut l'appliquer. Ah non. Nous avons signé avec vous, avec l'Union européenne, un MOU bien avant le Rwanda, peu après l'arrivée du président Tshisekedi. Et nous vous en parlons parce que nous étions dans l'affaire. Nous avons fait de propositions. Ça n'a pas été appliqué. Paf, l'Union européenne, si. Le reste, vous le connaissez. Gagnons du temps. Mais nous avons fait une dernière proposition. Cette année, non, l'année passée au mois de mai. Elle est laquelle? Nous avons proposé à l'Union européenne la mise en place de comités conjoints des experts de l'Union européenne et de la RDC pour étudier toutes les questions liées à la traçabilité des produits miniers congolais qui sont acheminés sur le marché européen. 2, pour voir quelles sont les dispositions pratiques pour que le MOU que nous avons signé avec lui soit mis en œuvre. Comme ça, vous sortez de la zone de minerai de sang. Et nous avons écrit, nous n'avons pas de réponse jusqu'au moment où nous parlons. Nos experts sont prêts. Voilà une proposition concrète et nous ne savons pas pourquoi l'Union européenne n'a pas saisi l'opportunité. Donc cette question-là aussi, elle est cruciale et nous continuons à dire, chers collègues, nous comptons sur vous, que vos gouvernements ne s'engagent pas dans le recel. Ça n'est pas normal, c'est contraire aux valeurs de civilisation qui sont les vôtres. Capacité de développer, la question de l'armée, vous allez l'aborder tout de suite là, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Capacité de développer le besoin d'équiper l'armée, il va en parler. Solution diplomatique. Oui, aucun État ne peut accepter la guerre. Et ne perdons pas de vue, collègues, que la guerre se passe chez nous. C'est nous qui sommes victimes de tout ce que nous déplorons. Violation des droits de l'homme, pillage et tout. Est-ce qu'il est normal que nous ne refusions le dialogue? Mais est-ce qu'il est normal aussi que nous ne défendions pas? C'est ça. Nous pensons qu'aujourd'hui, le président Lorenzo a déjà obtenu 2 acquis. Et nous inscrivons totalement dans ces 2 acquis-là. Le processus de Nairobi, je vous ai dit, c'est une décision qui a été prise par les chefs d'État de l'EAC
East African Community, Communauté d'Afrique de l'Est, au mois d'avril. Et nous en savons quelque chose parce qu'on était dans la sauce, à la cuisine. Il est clairement dit que le dialogue entre les pays qui ont des groupes nationaux armés au Congo doit se faire. Et c'est comme ça que le président Tshisekedi a amorcé à Nairobi des contacts avec les groupes armés, je ne dirais même pas de simples contacts, des consultations. On en est arrivé au Nairobi 3. Au Nairobi 2, l'M23 qui était là est parti, le Rwanda a dit, pas question, prenez les armes. Nous attendons Nairobi 4. Dès qu'on convoque Nairobi 4, les dialogues continuent. Et on ne voit même pas comment se pose le problème du dialogue. Parce qu'au lieu de signer d'accord sur le bilatéral, parce que n'oubliez pas que le président Lorenzo, Luanda, c'était pour gérer les relations entre le Rwanda et la RDC. C'était la mission confiée au président Lorenzo. Mais ce n'est pas le dialogue interne. Le dialogue interne, c'est Nairobi. C'est pour cela que nous disons à RDC. Et le Parlement, consulté par le président, nous avons donné feu vert au président de faire en sorte que le retrait de troupes rwandaises se réalise, le démantèlement des FDLR, selon les plans convenus. Ce qui ne signifie pas que nous sommes responsables du génocide rwandais. Rappelez-vous les rapports de la commission Paul Kiles de l'Assemblée nationale qui a dit que ce sont les Rwandais qui ont tué les Rwandais. Ici, c'est chez vous. Donc, comprenez-nous bien. Donc, nous n'avons pas de problème. Mais qu'on ne sorte pas avec de fausses raisons. Doha. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il était contestable que la glace qui s'est érigée entre le président Tshisekedi et le président Kagame a pris de l'épaisseur. Ça devient dur. Et je crois qu'à ce stade, je souligne à ce stade, parce que notre président a toujours dit, et il a raison, que le vrai interlocuteur, c'est le Rwanda. Dès lors que Doha, parce qu'on a bien expliqué, de relations avec les deux États, donc ça donne à Doha la capacité de servir au rapprochement. Doha, donc l'émir, a entrepris une démarche pour briser la glace, et n'est pas encore brisée, mais au moins elle est fissurée. Et il faut lire le communiqué conjoint, la déclaration de Doha, pas celle faite par le Rwanda, qui est une déclaration tripartite. Doha accepte, appuie, apporte le soutien à Nairobi et à Luanda pour dire d'un mot. Voilà ce qu'il y a, il n'y a pas de mystère et ça va. Alors, la question des réfugiés. La traçabilité, j'ai parlé de la traçabilité, la question des réfugiés. Au mois de mai de l'année dernière, à la demande, à l'initiative du président Félix-Antoine Tshisekedi, le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés a réuni les ministres des Affaires étrangères de l'époque, qui est devant vous, et la ministre chargée des urgences, la ministre rwandaise, à Genève, pour traiter de ce dossier. Nous avons traité du dossier, on a repris les accords antérieurs, on a mis dans les pipelines une programmation des activités. Ça a été signé. Si on savait, j'allais vous amener ça. Les réunions se sont poursuivies à Nairobi, et lorsque est arrivé, la réunion à Goma convenue, le Rwanda a refusé de venir. Ils sont allés à Addis Abeba. Et ça s'est bloqué. Nous avons dit, le président Tshisekedi a dit, OK, ce sont nos compatriotes. Il faut qu'ils reviennent. Mais vous savez, collègues, qu'en vertu de la Convention de Genève, je crois de 1942 ou de 1950, j'oublie la date, le rapatriement est d'abord volontaire. Le rapatriement suppose également que les conditions du départ sont modifiées et que les réfugiés eux-mêmes décident de revenir. Ce qui fait que nous avons fait une proposition. Notre proposition était simple, parce que ce sont des Congolais et ce sont des compatriotes qui sont là, accepter de Rwanda, accepter que les autres Congolais de leur village, les chefs coutumiers et le reste, viennent leur parler pour qu'ils se mettent d'accord sur les conditions de retour. C'est ce que nous avons dit. Et le Rwanda n'a pas accepté. Le processus est interrompu. C'est simple. Revenons à Genève. Collègues, vous êtes ici, vous pouvez... C'est cela documenté à Genève. Le document existe. C'est simple comme bonjour. Et voilà. Et donc, ce que je peux vous le dire par rapport... Ah oui, avec les États-Unis. Non, moi, je ne sais pas pourquoi on fantasme ou on prend cela autrement. Les États, quels qu'ils soient,
coopèrent, ils signent des partenariats. Et tout État qui a de moyens, il fait le marketing de ses ressources, de ses capacités technologiques, naturelles et tout. Je vous apprends que le rapprochement pour les accords, pour les investissements, ne date pas de M. Trump. En décembre, lorsqu'il y a eu, il y a 2 ans, la rencontre États-Unis-Afrique, il y a eu des accords que nous avons signés avec les États-Unis, notamment concernant l'industrie de batteries électriques au Katanga. Les États-Unis se sont associés à l'accord de base que la Zambie et la RDC avaient signé. Donc, de la même manière, nous demandons aux Européens et même aux Africains, l'Afrique du Sud, aux Asiatiques, de venir investir au Congo. Nous le faisons avec les États-Unis. Il n'y a aucune raison objective qui puisse faire qu'on ne le fasse pas. Et le résultat par rapport à la crise, c'est évident aussi. On ne coopère pas pour rien. On coopère pour résoudre ce problème interne. Si le revenu obtenu des États-Unis ou le partenariat qui pour nous c'est une règle d'or, le président l'a répété, ce gagnant-gagnant peut aider à armer, à équiper notre armée, peut aider à exercer une magistrature d'influence pour obtenir de M. Kagame qu'il arrête ses aventures tragiques et meurtrières, pourquoi pas? Où est le problème? On ferait avec n'importe quel pays au monde. Moi, je ne vois pas pourquoi ça doit poser de problème. Et voilà. Donc, moi, je crois que c'est l'essentiel. Pour l'armée, le collègue va dire un mot, et puis voilà. Quoi. Monsieur le Président de la Commission de la Défense, je vous donne la parole. Je souhaite la bienvenue à son Excellence, l'ambassadeur de RDC en France. Merci beaucoup, chers collègues. Je voudrais vous remercier également, réitérer les remerciements que mon collègue Christophe a pu présenter. Je voudrais, compte tenu de l'économie du temps, les questions sont intéressantes, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je vais juste revenir sur la défense, simplement sur la défense, puisqu'avec brio, il a déjà présenté tout ce qu'il y a comme diplomatie et tout ce qu'il y a comme problème des réfugiés. Je soutiens ce qu'il vient de dire. Le président Tshisekedi a hérité une armée faible, inexistante. Alors, il se met dans les réformes. Et les réformes les plus importantes passent par les parlements. En héritant de cette faiblesse qui existe, une armée ramenée de tout abord, de toute forme de personnes, brassage, tout ce que vous connaissez, que nous avons hérité de tout ce qui a existé avant. Il amène les réformes, et la première réforme, c'est la loi de programmation militaire que nous avons promulguée, adoptée au Parlement et promulguée pour des réformes importantes des fonds, des réformes qui sont liées à le renforcement des capacités militaires, les réformes qui sont liées à l'amélioration des formations des militaires, les soutiens des opérations de maintien de paix. Et toutes ces réformes-là sont en cours. C'est un processus qui est en train de se faire. Et ces processus de réforme passent aussi par la coopération. La coopération qui est militaire. Il y a des initiatives également de réformes policières qui sont en cours. D'ailleurs, avec la France, nous avons le Collège des hautes études stratégiques et de défense, CHES, qui est vraiment une coopération française qui est en cours, qui est en train de former tous les officiers pour avoir une armée forte, puisque les investissements, les développements ne peuvent passer que par la paix et par la sécurité et l'intégrité du territoire, la sécurité et la souveraineté nationale. Nous pouvons parler de tout ce qu'on peut parler, mais s'il n'y a pas la sécurité, les investissements ne peuvent pas venir. C'est ainsi qu'on a mis en place les réformes qui sont plus profondes et que nous sommes en train d'envisager de faire pour que nous puissions avoir une armée capable. C'est vrai que notre armée est faible, mais les réformes sont en cours pour pouvoir les développer. Mais également l'école de guerre que nous avons avec la France. Monsieur l'ambassadeur peut en parler de quelque chose, puisque lui-même il est en train d'enseigner sur l'école de guerre. Pour qu'on arrive à avoir des militaires, des officiers capables
et pas tout ce qu'on nous a amené qui sont des espions autour de l'armée congolaise et qui présentent les faiblesses. Donc les réformes, cette grande réforme de la loi de programmation militaire nous permettra de mettre en place une armée forte, capable de servir le pays et créer une stabilité pour développer notre pays. Donc, nous en avons parlé hier dans les discussions au niveau des présidents pour que nous puissions mettre en place cette coopération non seulement militaire, mais également policière, qui permettra que nous puissions avoir des hommes et des appuis en équipement et en tout ce qu'il y a comme formation et échanger les expériences possibles entre les deux États pour que nous puissions mettre en place mettre fin à cette instabilité au niveau de nos pays respectifs. Voilà, en grande ligne, mais nous allons pouvoir procéder nous avons échangé avec des collègues pour que nous mettions en place cette coopération qui nous permettra de pouvoir appuyer l'armée congolaise par des formations, par l'échange d'expériences et par une coopération stable. Merci beaucoup. Allez-y, Monsieur le Président. Oui, il y a un collègue qui a parlé de la capacité du Rwanda avec son armée, le Rwanda qui est dans des missions de paix, en fait. On a déjà entendu ce discours, mais c'est extrêmement dangereux. Le fait que le Rwanda ait des militaires, participe aux opérations de maintien de la paix dans le monde, ne lui donne pas la licence de violer le droit international, de tuer et de piller. Je suis dans le pays de la Révolution française. Je suis dans le pays membre de l'OIF. Ça n'est pas possible. Et tenez-vous bien, chers collègues, l'Afrique de l'Ouest a des populations transversales. Si un Peul a un problème, ou des Peuls en Guinée, les Peuls qui sont au Sénégal, vont-ils dire oui, le Sénégal va dire oui, moi j'interviens. Nous avons des tribus, de communautés transversales avec la Zambie, avec l'Angola, avec la Tanzanie et ainsi de suite. Quelle serait l'Afrique si on institutionnalise les interventions des États au motif que les membres des communautés qui sont chez moi seraient martyrisés, seraient persécutés, ce qui est faux d'ailleurs, parce que vous ne pouvez pas être persécuté en ayant des officiers militaires, des généraux, en ayant des membres au gouvernement. Donc, nous avons dit à certains pays qui nous ont parlé de cela. Non, bien au contraire. Lorsqu'on fait partie des soldats de la paix, on doit incarner un modèle de société. On doit incarner la Charte des Nations Unies. On doit incarner le droit international dans ce qu'on fait. Et ça, c'est dangereux. Et c'est l'affaire de 20 millions mensuels. Parce que vous savez que l'argent est fongible. Quand vous mettez à la disposition de l'État 20 millions parce qu'il y a une opération de maintien de la paix, vous ne savez pas à quoi servent ces 20 millions. Les armes qu'on achète. Nous, on nous a dit à l'époque, il faut déclarer toutes les munitions que vous achetez, toutes les armes. Le Rwanda, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est très dangereux de développer ce genre de conception. Tout le monde doit travailler pour la paix et la sécurité internationale. C'est comme ça qu'en 1945, on a créé les Nations Unies après la Société des Nations. Nous sommes des parlementaires, des pays démocratiques, des pays qui croient à l'état de droit. Je crois que nous sommes d'accord sur ça et arrêtons ça. Monsieur le Président, merci pour cette excellente conclusion. Monsieur l'ambassadeur, si vous le voulez bien, je vous laisse le mot de la fin. 5 minutes. Monsieur le Président, je tiens d'abord à m'excuser pour cette arrivée pour laquelle vous avez compris pourquoi je n'ai pas pu démarrer, prendre les trains au même moment que vous. Question protocolaire également. Je n'ai pas grand-chose à pouvoir ajouter ici. En termes des mots de la fin, je voudrais d'abord dire que nous avons une coopération militaire historique
entre la France et la République démocratique du Congo. Et à chaque fois que, dans le passé, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo ont été mises en jeu, la France est intervenue. Souvenez-vous de l'opération où la Légion avait sauté sur Kolwezi en 1978. Souvenez-vous également en 2023-2024, il y a eu des événements tout à l'est de la République, au nord-est de la République, avec l'Ituri, où l'opération Artemis, à l'initiative de la France, a été mise en place, ce qui a permis rapidement de restaurer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, moi je suis un ambassadeur particulièrement, je dirais pas totalement heureux, mais quand même je suis plus ou moins satisfait de l'implication notamment de la France. On a vu même le débat au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ambassadeur de France auprès des Nations Unies a eu une position très tranchée sur la question de la condamnation du Rwanda comme pays agresseur, et étant également la plume du Conseil de sécurité. On a bien vu que lors des débats, il y avait quand même certains pays dont je ne veux pas citer ici, qui semblaient un peu en porte-à-faux avec justement cette résolution, mais la France y a contribué aussi pour avoir justement ces consensus, cette unanimité avec laquelle la résolution a été votée. Mais maintenant, la France dispose de plusieurs leviers sur le plan diplomatique, et je suis très heureux que le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat congolais l'ait rappelé en long et en large. Et nous pensons que la France peut faire encore davantage. Nous attendons davantage avec la France. Ce n'est que naturellement, vous le savez très bien, que nous avons un héritage en commun qui est la langue française. La francophonie, pour nous, ça fait partie des structures d'avenir. Aujourd'hui, l'avenir est dans le multilatéralisme, et nous pensons que la RDC, c'est un allié fondamental dans le cadre de la francophonie. C'est pour ça, d'ailleurs, nous pensons de plus en plus jouer les rôles à la dimension de notre représentativité au sein de la francophonie, étant donné justement que sur le plan démographique, la RDC dispose de plus des locuteurs dans le monde qui parlent français. Et je terminerai sur le plan en complétant le président de la commission, notre président de la commission de défense, qui a dit l'essentiel. C'est que moi-même, je suis intervenant en matière de géopolitique au niveau de l'école de guerre, qui est une fierté de la coopération militaire entre la RDC. Cette école de guerre a eu déjà la visite à l'époque de Madame la ministre de la Défense qui est venue nous visiter. J'interviens dans cette école qui est très récente, relativement récente, 5 années déjà. Et cette année, cette nouvelle promotion des stagiaires, nous aurons vraiment un officier français. Un officier français qui va être parmi les stagiaires de l'école de guerre, ce qui est tout un symbole sur la qualité de la formation que cette école est en train de produire. Et donc, nous en sommes très, très reconnaissants, et nous y travaillons pour que cette coopération puisse s'approfondir. Dernièrement, lors de sa visite officielle, la première visite officielle du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi en France, il y a eu une séquence importante à l'école militaire qui a été réservée à des questions de défense. Et nous comptons sur le soutien de votre commission pour que cette coopération puisse aider justement à faire en sorte que la RDC puisse se doter d'une vraie dissuasion qui permettra de stabiliser les pays. Ce n'est pas facile de contrôler, de sécuriser un territoire de 2 345 000 km². Ce n'est pas seulement le nombre de militaires qu'il faut, mais la formation, la qualité. Et ça, nous avons besoin de votre expérience, que ce soit pour l'armée de terre, que ce soit pour les forces aériennes, que ce soit pour la marine, puisque nous avons aussi une façade maritime sur l'Atlantique. Nous avons des grands lacs, le Tanganyika, le lac Kivu, ce sont des lacs pour la très grande partie qui
qui sont dans les territoires de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous pensons que nous mériterions également une attention un peu plus particulière de la part de la France, non seulement pour résoudre les problèmes qui sont sur la table, mais aussi pour l'avenir. Et je vous remercie. Bien, Monsieur l'ambassadeur, merci pour ces propos conclusifs. Merci à vous, mes chers collègues, présidents des deux commissions, chers collègues aussi, sénateurs, sénatrices de la RDC. Je crois que ça a été une audition extrêmement intéressante, importante, tout à fait ouverte dans vos propos, ouverte dans nos questions et aussi dans vos réponses. Ça correspond absolument à notre façon de travailler ici au sein du Sénat français. Vous dire aussi que les éléments de réflexion que vous nous avez apportés ce matin sont extrêmement importants. Importants, je crois, pour chacun d'entre nous, parlementaires, et je pense peut-être un peu plus particulièrement aussi à nos collègues des Français de l'étranger qui suivent très régulièrement ces situations, et très important pour nous tous collectivement dans le cadre des travaux de la Commission, et notamment sur les relations entre la France, entre l'Union européenne et votre pays pris en tant que nation et comme entité sur le continent africain, puisque nous sommes là aussi dans des réflexions sur la nouvelle génération de relations, et de relations peut-être un peu plus équilibrées, un peu plus partenariales, et qui préparent le futur. Donc je crois que chacun va pouvoir tirer de cette audition de ce matin bonne matière première dans nos réflexions et dans nos travaux. Voilà, merci d'avoir partagé cette heure et demie avec vous. On va vous raccompagner, la réunion va s'arrêter et je demande aux membres de la commission du Sénat français de rester autour de la table parce que nous avons une autre audition ensuite. Messieurs, mesdames, merci à vous. Merci beaucoup.